J'ai de la chance. J'ai même beaucoup de bol parce que j'ai 2 casquettes. Et grâce à ces 2 casquettes, j'ai eu la chance de recevoir 2 magnifiques tartes à la crème. Ma première casquette, c'est celle de vétérinaire. Et en tant que vétérinaire, voici la tarte que, très jeune, j'avais à peine plus que 20 ans, j'ai prise dans la figure. Ah, vous êtes vétérinaire? Mais c'est très difficile ça, beaucoup plus que médecin, parce que les animaux, ils parlent pas. Ouais, mais comme ça leur évite de dire des conneries. J'ai appris depuis, et compris, que bien entendu les animaux parlent. Il suffit de les entendre vraiment, car c'est pas avec nos mots. Et ça tombe bien pour moi, parce que c'est là tout l'apanage des vétérinaires, non? Deuxième casquette, c'est celle d'ostéopathe. Et en tant qu'ostéopathe, j'ai reçu une plus belle tarte encore, avec une cerise sur la crème. Miam. Et ça disait, vous êtes ostéopathe? C'est très très bien, mais moi je n'y crois pas, vous comprenez? Moi je suis cartésien. Celle-là, j'ai mis 15 ans à sucer la cerise et à la digérer parce que spontanément, j'avais juste envie de répondre « Ouais, et ben moi, c'est justement parce que je suis cartésien que je suis ostéopathe. » Et que je sentais bien que cette réponse aurait été un peu courte, un peu trop vindicative aussi. Or, depuis mes jeunes années de vétérinaire, grâce à l'ostéopathie justement, j'avais appris la patience et la paix. Le temps de cette conférence sera donc entièrement occupé par une explication de cette courte réponse. En résumé, je fais de l'ostéopathie et je suis cartésien. Pourquoi? Il y a un problème? Et si je me trouve à raconter ceci devant un public profane ou presque, ce n'est pas faute d'avoir essayé de le dire à mes collègues. Mais vous savez ce que c'est. Ici en France, quand on a 2 casquettes, on vous soupçonne d'avoir la grosse tête et ça le fait pas. Alors, après en avoir parlé aux vétérinaires, aux ostéopathes, aux vétérinaires et ostéopathes même, et n'avoir récolté au mieux que des sourires protecteurs ou amusés, ce dont je les remercie bien, après avoir enseigné l'ostéopathie comparée à des jeunes vétérinaires, puis à des jeunes ostéopathes, et là, ce n'a été que du bonheur, tant l'écoute et le plaisir partagé étaient le plus souvent au rendez-vous. Mais mon souci, voyez-vous, c'est que ces étudiants et ces étudiantes, gavés dans la salle juste à côté par la vision dogmatique de la médecine moderne, est-ce que je ne les embrouillais pas finalement avec mes idées d'un autre âge? Bref, après avoir fait tout cela, je vais tenter de faire ici ce que je fais quotidiennement avec les humains et les animaux qui passent me voir pour que je les soigne. Je vais essayer de faire apparaître pour votre plus grand profit ce que m'a enseigné la pratique cartésienne de l'ostéopathie des mammifères depuis 25 ans. Tout en sachant que je risque de perdre du monde en faisant si fort référence à René Descartes. C'est qu'il n'a pas super bonne presse, Pépère. Ce qui n'empêche que l'adjectif le rappelant, cartésien, est utilisé à tort, à travers, et le plus souvent de façon positive. Tant pis tant mieux, je ne crains rien, car je vais compter ici sur votre curiosité et sur votre absence d'a priori. Finalement, il faudra examiner d'un peu plus près la seconde tarte à la crème dont je parlais juste avant. Car qu'est-ce que veut donc dire et dit celui qui dit « Je ne crois pas en l'ostéopathie parce que je suis cartésien » ? Et pour vous préciser où je me situe quand je discute de ça, je vais vous raconter tout le chemin parcouru depuis l'école vétérinaire. En 1983, donc, j'en sors. Enfin. Enfin, car ça n'a pas été un passage glorieux ni riant, on peut dire ça comme ça. À Maisons-Alfort, j'avais été choqué, mais plus par la façon péremptoire de nous dire les choses que par les choses elles-mêmes qu'on nous avait apprises. J'étais alors aussi jeune et rebelle que naïf, et j'étais loin de me douter de ce qui allait suivre. J'en ai juste eu un échantillon durant les 5 années où j'ai exercé sincèrement mon métier de vétérinaire. À cette époque, ma vie se situant à Paris, j'étais vétérinaire de ville. Là, je me suis retrouvé rapidement désorienté à force de faire des piqûres dans des chiens et dans des chats, sans être vraiment sûr, sans trop piger ce que je faisais et sans être vraiment sûr que je leur faisais du bien. Malgré tout, j'avais eu la chance de côtoyer des anciens, de ces confrères qui avaient eu le début de leur carrière dans les années 50, et donc sans tout l'arsenal chimique dont nous disposions dans les années 80. Ces anciens eurent le temps de m'apprendre
le bon sens vétérinaire, c'est-à-dire écouter, observer, palper, réfléchir, et toutes les fois que c'était possible, ne pas intervenir. Ne pas intervenir, le summum de la vétérinaire, ça m'allait. Déjà, cela contredisait ce conseil honteux, tant de fois entendu à l'école véto. Faites une injection quoi qu'il arrive, de l'eau salée même s'il faut, sinon vos clients croiront que vous n'avez rien fait. Et surtout, cela donnait un sens à l'intervention médicale quand celle-ci s'avère nécessaire. Mais ça, je ne le comprenais pas encore. J'ai donc arrêté cette souffrance, pour moi et pour les animaux. Je me croyais perdu pour la médecine. En tout cas, je faisais tout autre chose et n'y pensais plus du tout. Quand ma fille est née. Fort logiquement, sa maman et moi, nous avons décidé de quitter la capitale et de nous inviter dans le Lot, à la campagne. Là, il était fort question que je redevienne vétérinaire et c'est là que j'ai rencontré l'ostéopathie et les chevaux. Deux faits se sont alors produits décisifs. D'abord, on répondait à mes questions. Ah bah ouais, parce que j'en avais posé des questions. Des vraies, logiques, honnêtes, quoique de façon de plus en plus impertinente au fur et à mesure qu'on me virait de la salle quand je les posais à Maison Alfort. Mais quand même aussi pertinente que je pouvais, parce que mon but, bêtement, c'était d'apprendre à soigner les animaux. Et puis surtout, une fois passé le premier cap, se sentir crétin en posant les mains sur l'animal pour y chercher quelque chose dedans, alors qu'on sait bien que c'est tout à fait impossible. Une fois ce cap passé, donc, il m'apparaissait que non seulement j'y prenais grand plaisir, non seulement les chevaux m'acceptaient, mais aussi des effets positifs survenaient, même avec moi qui ne savais rien du tout ou presque de l'ostéopathie. Alors, en 1993, je suis allé l'apprendre l'ostéopathie à Aix-en-Provence, tout près d'Aix-en-Provence, où pendant des années, on m'a aidé à me faire une idée de comment ça marche, c'est-à-dire de l'anatomie. J'en ai parfois eu les larmes aux yeux. Et ouais, je suis émotif aussi. Cartésien et émotif. Pourquoi pas? Ça vous choque? Car voilà ce qui me sauta à la figure. À l'école vétérinaire, on m'avait enseigné de toutes les manières possibles comment ça marchait pas. Et l'insistance qu'on y avait mise, le prestige annoncé pour celui qui aurait le diagnostic le plus sûr, c'est-à-dire qui connaîtrait toutes les maladies de tous les animaux et une façon sûre de les trouver, rendait au mieux anecdotique la connaissance fine de l'anatomie. Non pas qu'on ne nous l'enseignait pas, on y passait alors un temps important lors des 2 premières années, mais aucune réflexion n'en découlait. C'était pour ainsi dire de la culture générale, indispensable pour un vétérinaire, mais il n'y avait rien à en attendre, sauf pour la chirurgie, mais dans ce cas, localement. Ou pour se présenter avec de bonnes chances de réussite à question pour un champion, à condition de tomber là-dessus. D'ailleurs, 40 années plus tard, dans les écoles vétérinaires, l'enseignement de l'anatomie s'est considérablement réduit en volume et en influence. C'est devenu la 5e roue de la brouette. À Eurostéo, l'école où j'ai appris l'ostéopathie, c'était tout le contraire. Et c'est ça qui m'a dans un premier temps si fort ému. Car ce n'était pas tout de visiter chaque région et de faire l'inventaire de tout ce qu'on y trouvait. C'était aussi relier le tout en permanence, insister sur les voies de communication, sur la circulation des fluides, enfin, tout ce qui pouvait nous aider à voir la vie dans le bon sens. Avant que la maladie ne s'installe, si on veut dire les choses comme ça. Bref, on apprenait cette autre médecine qui ose s'opposer au dogme en vigueur. Quelle audace et quel bonheur. Cependant, il y avait un cependant, un gros cependant même, pour un vétérinaire comme moi qui commençait à comprendre l'ampleur de l'erreur qu'on m'avait enseignée comme de la science médicale dans mon plus jeune temps. Car à côté de la matière purement ostéopathique, on nous apprenait aussi sous le chapeau sciences fondamentales tout ce que j'avais déjà dû m'enfiler à Maison Alfort. Et ouais, parce que pour des raisons toutes politiques, l'Académie de médecine fourre son nez dans l'enseignement de l'ostéopathie. Un peu comme si les boulangers, sous prétexte qu'ils usent aussi de farine, s'occupaient d'apprendre leur métier aux pâtissiers. Un non-sens. Il fallut donc
que je supporte les mêmes approximations sur la physiologie. Surtout que soient bien séparées, comme d'habitude, physiologie cardiaque, respiratoire, digestive, urinaire, afin de ne rien piger logiquement. Afin surtout de ne rien dire sur la globalité réunissant toutes ces fonctions de l'organisme, afin de pouvoir y réfléchir. Je me promettais bien alors de tenter d'y remédier lorsque j'aurais quelque chose d'intéressant à proposer. En attendant, j'avançais en appliquant au quotidien ce que j'apprenais dans l'école d'ostéopathie au sujet de l'homme sur le cheval. C'est-à-dire qu'en travaillant, je m'amusais à projeter l'anatomie de l'homme, c'est-à-dire évidemment mon anatomie, dans le corps du cheval pour le soigner. Et ça marchait. C'est-à-dire, vous connaissez le vieux dicton chinois ou bourbonnais, je ne sais plus. Un médecin qui guérit un patient sur deux est un mauvais médecin. La nature fait pareil. Disons donc que je veillais à me situer au-dessus de la barre des 50% et je continuais à avancer. Au début de la dernière année d'études, je me payais une table de massage et je commençais ainsi à soigner aussi les humaines et les humains, puis les chiens, les chats, les vaches, enfin tout ce qui porte des poils. Et en faisant cela, c'était désormais l'anatomie du cheval, tant de fois visitée, que je projetais dans celle des humaines, des humains et de toutes et tous les autres. J'étais en train de devenir ce que je suis aujourd'hui, ostéopathe des mammifères. Ou vétérinaire humain, plus tard j'y reviendrai. Mais pour finir ces études d'ostéopathie et obtenir le diplôme, il me fallait rédiger un mémoire. Je cherchais donc un bon sujet. Dans le concept ostéopathique, 3 éléments se distinguent. La globalité, le fait que tous les éléments de l'organisme soient interdépendants. Le lien structure-fonction, la priorité donnée à la structure sur la fonction. C'est-à-dire que tout déséquilibre physiologique trouve son origine dans un désordre anatomique. Et enfin, l'auto-guérison, la capacité intrinsèque de tout organisme vivant à s'auto-ajuster. C'est ce dernier point qui a retenu mon attention du point de vue de ce que j'étais alors, un vétérinaire commençant à pratiquer l'ostéopathie. Car une évidence m'était déjà apparue au cours de ces 6 années d'études. L'ostéopathie s'intéresse à l'aspect physique de l'organisme, considérant la chimie de ce même organisme comme accessoire. La médecine, elle, par habitude acquise, fait tout le contraire. Doublement initié à cette vision chimique des choses, je me suis senti capable de me poser la question suivante, l'hypothèse de mon mémoire. Supposons que l'auto-guérison ne soit pas un mythe. Peut-on décrire alors un ou des organes qui possèdent la faculté d'amener tout organisme vivant à s'adapter en permanence à ses conditions de vie? Si tel était le cas, je devrais bien reconnaître que 12 années et quelques d'études médicales étaient restées totalement muettes sur cette éventualité. Oui, sauf que j'avais un vieil indice qui traînait quelque part dans mon propre organisme, peut-être même dans mon âme et conscience. La glande pinéale. C'est là qu'on en revient à vieux pépère René. Et ouais, c'est bien Descartes qui a un jour défini ce mystérieux organe en forme de pomme de pin, localisé au cœur du cerveau, comme étant le siège de l'âme. Tout un programme. Un second indice, déclencheur celui-ci, m'est tombé dessus en dernière année d'études d'ostéopathie lors d'un cours globalement ennuyeux d'endocrinologie. Soudain, j'ai entendu parler d'une hormone, la vasopressine, aussi appelée hormone antidiurétique ou ADH, qui, contrairement aux autres hormones que je connaissais, exerçait son action partout dans l'organisme sans reconnaître d'organe cible unique, comme c'est le cas d'habitude. De plus, il se trouve que parmi les causes qui la font sécréter, il y a la peur. Quelque chose donc de bien général et de bien partagé, pas vrai? Entendant ça, à mon réveil,